Bonjour la YouTube World. Il est 6h48. Nous sommes le vendredi 14 janvier 2022. Ah, j'avais pas fermé le loquet. Parfois, j'oublie. Nuit. Nous sommes sur un -1, -2. Un truc du genre. Bon, forcément, il y a la coiffe de réveil. Il y a la coiffe de réveil. Je suis levée depuis 5h15, étant donné que là, ça commence à faire un petit bout. Vu qu'il est bientôt 7h. Dans 10 minutes, il sera 7h. Parce que ce matin, j'ai bon nombre de rendez-vous. À commencer par un rendez-vous on va dire de l'organisme qui m'avait oublié depuis un mois, qui fait que j'ai rendez-vous 9h pour faire un point, et crois-moi que je vais me faire plaisir. Un point parce que je comprends les aléas personnels par rapport au fait de ne pas me donner de nouvelles, mais il s'avère que j'attendais une réponse quand même, pour celles et ceux qui ont suivi, que j'attendais une réponse pour le 14 décembre et qu'on est quand même presque un mois plus tard, et que j'ai eu des nouvelles que récemment, et elle m'a pas donné de suite non plus, ne serait-ce pour me dire, même si moi-même j'aurais répondu non mais il y a des choses qui ont changé entre deux, et j'ai pris quelques décisions entre deux, mais elle m'a même pas dit si la commission j'avais été acceptée ou pas, hein. Donc ce matin, j'ai pas mal de petites choses à lui dire, cordialement, gentiment, sympathiquement, parce qu'on n'est pas des sauvages, mais j'ai quand même des petites choses à lui dire. Ah, ça y est, on y est, Rouen, il fait même pas encore plein jour. Forcément, tu te doutes, je suis hyper méga en avance. J'ai rendez-vous à 9h, il est 8h22. Pourquoi? J'arriverai pas à me réguler sur ce point-là, c'est incroyable. Alors là, je suis à une espèce de brocante au Clos Saint-Marc, et il y a des petits trucs, parfois c'est nul, parfois c'est pas mal. Et je fais des trouvailles? Oui, tout à fait. Avec le petit panier qui va bien. Je te montre ça mieux chez moi, hein. My YouTube Words, je ne suis que joie et excitation. Déjà parce que j'ai eu ma foi une matinée très intéressante. Et surtout mieux que ce que j'imaginais de base. Et on y reviendra plus tard. Quand je suis rentrée, mon voisin, il y a un colis pour toi. Mon voisin m'a interpellé, il avait récupéré un colis. Pas n'importe quel colis, mon petit cadet. Ça t'en donne? Je ne sais pas ce qu'il y a dedans, hein. Je vais l'ouvrir avec toi. Mais je vais faire le point cadeau avec vous parce que vous êtes nombreuses. Tout est relatif, hein. Calmons-nous sur les vous êtes nombreuses. Parfois, de votre part, j'ai des sollicitations pour avoir mon adresse pour m'envoyer quelques cadeaux. Un cadeau, quelques cadeaux. Et c'est vrai que depuis bon nombre de temps, je réponds par la négative à ça. Pourquoi? Parce qu'avant, je le faisais. Avant, quand on me demandait mon adresse pour envoyer un petit quelque chose parce que ça vous faisait plaisir, je donnais mon adresse. Et puis, je me suis rendu compte dans la foulée que la gêne du truc, parce que je vois pas pourquoi vous me feriez de cadeaux, et je trouve surtout pas ça légitime. Et donc, à partir du moment où pour moi la gêne prend le pas sur le plaisir ressenti, j'ai préféré couper court, parce que quand on reçoit des cadeaux de la part d'abonnés, je trouve que c'est pas sympathique si tu l'ouvres en scred et que tu partages pas. Si vous faites partie des personnes qui me sollicitent parfois pour m'envoyer quelque chose, parce que je le sais, ça part d'un très bon sentiment, c'est pour me faire plaisir, mais ne le prenez pas mal. C'est juste que voilà, ça me gêne vraiment, et puis la situation elle est pas simple pour personne, et donc faites autre chose de votre oseille, profitez-en pour vous, pour vos proches. Maintenant, on va passer au colis. Et je vais t'expliquer le colis. Parce que c'est un colis cadeau, bien entendu, je le prends comme tel. Mais c'est surtout dans l'idée comment je pourrais nommer ça. C'est un prêté pour un rendu. Je ne sais pas si ça a du lien. Mais c'est que Charlotte, donc de la chaîne Charlie Bull, qui vit actuellement à l'île de la Réunion... Je donnerais quand même pas mal pour me téléporter, hein. M'a demandé si ça me gênait. Alors on a eu un pourparler, mais on a fait un colloque, hein, pour
On a fait un colloque pour cette histoire de colis en se promettant que, parce que moi j'ai dit j'aimerais bien, au pire des cas on se fait un échange de colis, et elle me dit mais non Jenny, au niveau des frais de port pour de chez toi à La Réunion, mais tu vas pleurer, que c'est vraiment hors de prix. Elle a eu la possibilité de faire autrement et par le biais de sa famille de faire envoyer de France, donc forcément ça limite les coûts. Moi j'ai pas cette possibilité là, et donc quand Charlotte viendra nous faire un coucou, je ne vais pas dire en France parce que l'île de la Réunion, bien que ce soit très dépaysant, c'est en France aussi, mais en tout cas quand elle sera dans mon secteur, il y aura donc un petit retour pour lui faire découvrir les spécialités. Parce que tu te doutes bien que si j'avais envoyé un colis à l'île de la Réunion, Normandie, Camembert, je donnais pas cher du camembert quand même, colis exceptionnel, parce que île de la Réunion, que je ne connais pas, mais au demeurant qui se situe à 220-230 bornes de l'île Maurice. C'est les îles un peu serettes sur les bords et aux entournures. Et ça me met de la joie au cœur. Ma Jenny. Ah, ça va me faire de l'émotion. Moi, j'aime pas l'émotion. J'assume pas. Très étrange ce possessif. C'est sûrement une façon un peu maladroite de témoigner son affection. Par où commencer? Allez, un grand classique. Merci. Tu l'as certainement remarqué dans mes vlogs, la clé de mon bonheur à moi, c'est la reconnaissance, la gratitude pour ce que l'on a, ce qui nous fait sourire au quotidien, toutes ces petites choses qui, mises bout à bout, participent à notre bonheur. Je ne peux pas remercier le soleil de briller, l'océan de m'apaiser, les fruits délicieux, le son du rire de mon bébé, les fous rires avec mon amoureux, le sable chaud, le toit sur ma tête et tous les arbres. Mais toi, tu es une personne réelle, alors il est normal pour moi de te dire merci. Depuis plusieurs années maintenant, tu me fais rire au moins une fois par semaine. Tu me questionnes, me fais réfléchir, tu apportes réellement quelque chose à mon quotidien. Ça me paraît complètement fou de dire ça à quelqu'un que je n'ai jamais rencontré en vrai. C'est ça la magie des réseaux sociaux. Et c'est la seule chose que je veux garder quand je n'y serai plus. Wow, beaucoup trop de mièvrerie. Étant moi-même des deux côtés de l'écran, je peux comprendre que ce discours soit surréaliste, voire gênant. Non, je n'éprouve pas de gêne là tout de suite. Mais force est de constater que ce que tu m'apportes transperce largement la barrière de l'écran. Merci d'être qui tu es, brute, vraie, drôle, battante, sincère, clairvoyante, généreuse et sensible. J'ai fait beaucoup pour une seule personne, hein. Parfois, il n'y a pas besoin de faire pour apporter le bien autour de soi. Être suffit. Être est bien plus puissant. J'espère que toutes ces petites choses apporteront un peu de soleil au milieu de ton hiver, de cette période pas toujours évidente pour toi. J'aurais voulu faire tellement plus. Mais ça sera pour plus tard. À la prochaine, ma Jenny, peut-être en Normandie, autour d'un camembert rôti et d'un bon cidre. Alors, le cidre, je peux pas, moi. La tuyauterie n'accepte pas le cidre. Voilà, il me semble qu'on aurait 1 milliard de choses à se raconter. Et comment? Du plus profond de mon petit cœur, merci. Gros bisous, coco, ananas, au salé, Charlotte. Waouh. 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 Ah, c'est particulier c'est pas du tout gênant. C'est, je sais pas nommer. C'est le type d'émotion que je ressens mais que j'arrive pas à nommer. Mais c'est très étrange. C'est très étrange. Très étrange. Mais en tout cas, ça va droit au cœur. Mais c'est hyper étrange. Je suis très mauvaise. Je suis très mauvaise en ça. Ça me fera monter la larmichette sans déconner. Oh, je suis joie. Je suis vraiment très joie. C'est des sons très proches de ce que j'ai pu entendre quand j'étais... je suis partie à l'île Maurice et la musique, là, c'est vraiment quelque chose qui peut... je suis très dure... je suis très dure à tout ce qui est émotion, mais alors la musique c'est quelque chose qui peut très vite me faire perdre mes moyens. Donc on a ça. Je n'ai pas de l'aspirine. Si ma narine dit bon, on part sur du thé, de l'infusion. Ah, ça c'est trop chouette. Ça c'est trop chouette. Ça sent bon. Et thé noir vanille bio. Ah, ça sent bon ça. Et pourtant je suis pas... t'en as un à la vanille bio ici. Je sais pas si tu vois correctement.
Là, tu dois voir correctement. C'est distribué par Caméléon Bazar, 49 chemin Bouvillon, 97 410 Saint-Pierre. Ah, ils sont super bons. Le thé vert, c'est mon préféré. Hémisphère sud, morceau d'ananas, fruit de la passion, pétale de tournesol. Alors ça doit arracher. Je connais pas du tout. Je connais pas du tout. Oh, c'est magnifique. Ah, tu sais l'odeur à quoi elle me fait penser, sauf que là, c'est complètement naturel. L'odeur, elle me fait penser au tang. Tu sais, la poudre à reconstituer, là, qui faisait une boisson quand on était gamin, hyper sucrée. L'odeur, ça me fait penser à ça. Oh, l'odeur, elle est méga dépaysante. Et en plus, on est sur un thé vert. Et ça, je pense que je vais me le faire infuser en version glacée. Parce que vu l'odeur, au top. Et moi, j'attends pas l'été ou quoi, je m'en fous. Hein. Donc, du thé glacé l'hiver, il n'y a pas de problème. L'odeur de ce truc, je suis très contente parce que bah forcément, là, on est dans la découverte. Hein. Bah écoute, je prends au hasard. Hein. Donc, nous sommes sur un paquet comme ça. Explosion dans ton assiette. Tu vois, hein, tout est pour l'instant correct. Hein, pas de casse, rien du tout. Alors, les épices. Gingembre poudre. Indispensable, mon petit cadet, curcuma. Oh là là, c'est vraiment la plus utilisée à La Réunion. Elle vient de Madagascar. Curcuma, forcément, forcément oui. Ensuite, épices tandoori. Poulet. Poulet, ben oui. Non, mais sans déconner. Vindaloo. Alors ça ne me parle pas du tout. Le vindaloo, ça s'écrit comme ça. Le vindaloo est une famille de plats indiens originaire, pourtant je connais l'odeur, hein, originaire de la région de Goa. Sa composition: curcuma, cannelle, cardamome, clou de girofle, piment, coriandre, ail, oignon sec, cumin, poivre, moutarde, noix de muscade, sel. Vindaloo vient du portugais vindalho, signifiant vin d'ail. Oh, ça je sens que j'ai beaucoup aimé. Rougail saucisse, et ça il faudrait que je me teste à le faire parce que j'en vois beaucoup mais j'ai jamais fait ça. Bah voilà, c'est à dire que là Charlotte, tu viens de me de me mettre au défi. Massalé, je connais le massalé, mais moi je connais le massalé du croc, hein, et c'est pas, franchement, on aura beau dire ce qu'on veut, mais c'est quand même pas la même saveur parce que quand j'avais ramené des épices et de l'île Maurice et du Maroc, on n'est quand même pas sur les mêmes pointures que du croc. Même si du croc il se décarcasse, c'est quand même pas la même chose. J'adore râper l'écorce de ce petit agrume sur mes plats. Goût très particulier, c'est du kombava poudre. Comme ça. Je ne connais absolument pas. Utilisez la poudre de kombava sur vos viandes blanches mijotées ou rôties. Elle se marie très bien avec les poissons et crustacés, surtout cuisinés à l'asiatique. Vindaye, pardon pour les prononciations, hein, je suis pas sûre. À toi les bons petits plats mauriciens. Bah pourquoi je connais pas ça? Ah là là, je te jure. Ah ça je te jure sans déconner. Ça m'en collerait quasiment la larmichette parce que tout plaqué pour devenir un poulpe sur une plage mauricienne ou réunionnaise. Je te jure. En fait, ma vie, elle n'est pas ici, je crois. ce moment de prise de conscience, je te jure, ça, c'est bizarre, hein, l'olfacto, le rôle que ça joue, en fait, c'est hyper bizarre parce que cette odeur me transbahute à des instants de bonheur inouï, en fait. Et voilà. Et voilà. J'ai quasiment, je contiens là, je suis en train de resserrer la ceinture cérébrale pour dire non, Jenny, tu ne pleureras pas sur des épices, arrête. C'est des moments où j'ai laissé beaucoup de choses là-bas. J'ai laissé beaucoup de merde là-bas et je suis revenue la tête et le cœur beaucoup plus léger. Ah, il y en a encore? C'est le dernier. Le curry poulet, ça je connais. Ah, j'ai vraiment envie de mettre mon nez là-dedans. Hein. C'est hyper chouette parce que tu as la préparation et tu as juste à ajouter ça. Après, tu rajoutes les légumes à ta sauce. Le rapport ressenti à l'olfaction, c'est vraiment... c'est exceptionnel. Voilà, tu vois, parfois ça tient à des épices. Hein. C'est dire. Hein. Au niveau, ne serait-ce que du point épices, au niveau ressenti, je crois que je ne vais pas pouvoir faire mieux. Je pense que, franchement... Franchement, à toi Charlotte, je veux bien te faire découvrir avec tout mon cœur les spécialités normandes, mais je pense que tu n'auras jamais le ressenti que moi j'ai là, parce que ça m'amène forcément
des odeurs mauriciennes, hein, pas loin de chez toi. Et vraiment, je me répète, je suis en boucle, mais je l'assume. Mais c'est le voyage d'une vie, c'est le voyage de ma vie. C'est en fait, je pense que même si j'ai souvent radoté à propos de l'île Maurice, vous n'avez pas idée un seul instant de ce qui s'est passé là-bas. Et ça continue, le carton il est blindax. Hein. Alors, j'ai un paquet comme ceci. Ah, une marque Waikiki les mecs. Une marque. Alors, je pense que c'est une crème pour les mains. Attends, je vais essayer de bien... Est-ce qu'on est à l'endroit? Oui. Est-ce qu'elle existe chez nous cette marque? Une crème pour les mains au beurre de karité. Beach Coconut. Attends, il faut que j'essaie. Hein. De toute façon, tu sais, les crèmes pour les mains, ici. Ouh, oh mon cadet. Oh, exceptionnel. Oh, l'odeur de ce truc, mais c'est un truc de ouf. Oh, ça sent super bon. Et ça te laisse les mains hyper agréables. La sensation est agréable. Ce qui n'est pas le cas de toutes les crèmes pour les mains. Mais est-ce que ceci existe chez nous? Et un baume pour les lèvres Burt's Bees que je connais très bien puisque quand je suis allée à New York, donc en 2015, j'ai fait... quitte à me taper une honte, mais j'ai fait une razzia sur les baumes à lèvres Burt's Bees dans un espèce de petit machin. Là, il y a plein de... Comment ça s'appelle? Un petit market, là. Il est tout moelleux à mettre, il est tout glissant. Pour l'article suivant, est-ce que c'est ce que je crois? Alors, c'est ça? Est-ce que c'est ce que je crois? Pas fait maison, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche? Avec Hugo, on vendrait notre fils pour ce truc à consommer très frais avec ceux qu'on aime, le vrai goût de mon île, Bourbon. Régale-toi bien, ma Jenny. On va pouvoir se poivrer la gueule. Alors attends, je suis en train de voir parce qu'est-ce qu'il y a du rhum dedans? C'est une liqueur onctueuse, liqueur à la vanille aromatisée. Écoute, je vais ouvrir. Oh, ça sent bon, merde. Juste un doigt. Je préférais pas un whisky d'abord. Ça me fait beaucoup penser au Bélez. Tu connais le Bélez, là, je sais pas trop comment ça se prononce. Ça me fait penser un petit peu à ça. À la texture un peu, et comme j'ai mis mon doigt dans le goulot, ça ressemble à la texture du Bélez. Effectivement, si c'est un peu la même chose que ça, un peu liqueur crémeuse comme ça, effectivement, non seulement ça se déguste très frais, et au demeurant de mes souvenirs de jeunesse avec le Bélez, parce que ça, je connais très bien, deux glaçons là-dedans, tu sais, tu fais comme ça, ça passe, mais bah, ça passe crème, vu que c'est un peu onctueux. Il y a un dernier petit cadeau qui est celui-ci, hop, et il y a écrit un peu de douceur dans ce monde de fou. Alors, j'ai peur de casser, ça pèse un petit peu, donc je sais pas. Je pense que ça se mange, non? Ah, c'est des petites confitures, je crois. Oui. Pour le matin, la confiture, la base, mais bien sûr, parce que normalement j'ai pas le droit, mais il s'avère que je prends le droit moi, ça va aller, hein, 30 secondes. On réalise qu'on n'a qu'une vie quand même, donc à un moment, même s'il faut faire gaffe, parce que justement on n'a qu'une vie et que bon, faut quand même faire attention, mais à un moment, c'est pas une cuillère de confiture qui va changer le sens complet de ta vie, hein, ça va aller. Hein. Confiture de banane, fruit de la passion. Oh là là, et la présentation elle est hyper mignonne. Confiture de mangue vanille. Oh, ça va contribuer à mon bonheur matinal, non mais sans déconner. Et puis crois-moi que quand je te parle de petites cuillères sur chaque tartine, c'est une petite cuillère sur chaque tartine. Pourquoi? Pour faire ma radine une fois de plus et pas consommer trop vite, pour apprécier justement. Il y a encore un pot. Confiture goyavier. Oh là 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 là. Je vais pleurer tous les matins avec ça. C'est vraiment, c'est des choses aussi que lorsque je te gonfle avec mon île Maurice alors que ça vient de l'île de la Réunion, mais c'est vrai que les produits sont très très similaires. Hein. C'est des choses aussi que je consommais le matin quand j'étais à l'île Maurice. C'est vraiment un colis qui m'apporte beaucoup de joie, de baume au cœur et de bons souvenirs. Tu sais, de la très bonne nostalgie. Ah, attends, il y a un mot. Il y a un mot dans la boîte. Un fruit endémique de la Réunion, je suis quasi sûre que tu ne l'as jamais goûté. La YouTube Words. Ici la Jenny du montage. Petite rectification dans la mesure où
effectivement, je connais la goyave, mais en ce qui concerne le goyavier, j'en ai jamais vu et je n'en ai donc par conséquent jamais mangé. Donc c'est une totale découverte. Je voulais faire une rectification parce que j'avais l'air d'un con à dire que je connaissais alors que ça se ressemble même pas en plus en termes de fruits si tu veux. Voilà, que dire de plus? Que dire de plus? Je vais reprendre les mots de Charlotte, que dire de plus à part merci? Merci parce que pour moi, si tu veux, là où ça peut sembler un carton avec des trucs dedans, un cadeau, merci, c'est gentil, c'est autre chose. C'est une autre dimension dans la mesure où c'est un colis qui déjà me fait voyager et puis en plus qui me réexpédie vers quelque chose, comme je te disais, de nostalgiquement. Je sais pas si ça se dit, on s'en fout, hein. Mais en tout cas qui me ramène à une très très bonne nostalgie, vraiment très positive, parce que la nostalgie parfois on a tendance à la connoter au regret. Là c'est pas du tout le cas, ça me ramène à des instants de lâcher prise, mais de lâcher prise intense. C'est-à-dire que, bon, je parle de l'île Maurice, je suis jamais allée à l'île de la Réunion, mais elles sont tellement proches les îles que les odeurs se ressemblent vraiment, mais vraiment au niveau des odeurs, c'est de suite t'es obligé d'agripper et ça me ramène vraiment à de très bons moments où je me suis dit, t'es à 10 000 km de chez toi, vas-y, tu t'emballes les arpions, on lâche tout là, et on lâche vraiment tout là, parce que je pense que de toute ma vie, je ne me suis jamais comportée aussi peinardement que lorsque je suis allée les 15 jours à l'île Maurice. C'est-à-dire que toute la journée en maillot de bain, pas de problème, pas de complexe. Et il y a eu un réel lâcher prise et j'ai largué beaucoup de merde là-bas. Et je pense que moi j'ai perdu mon père en 2013, je suis partie à l'île Maurice un an après, en 2014. Et je pense que c'est là que j'ai pu commencer. Je suis restée en stagnation pendant un an. Et c'est vraiment ce voyage-là où j'ai laissé beaucoup de merde. Et que j'ai pu commencer le travail qui est celui du deuil. Je m'octroyais des moments toute seule, assise sur mes rochers volcaniques. Et je pensais. Et voilà, je pensais, je décaissais, je larguais. Les cailloux, la roche avait comme un effet... c'est pour ça que ce colis, c'est pas qu'un colis avec des bricoles dedans. Ça a vraiment... ça a ramené plein de... Même au niveau de l'olfaction de certaines choses, ça a ramené des choses, tu t'imagines pas quoi. Limite à t'en faire monter les larmes, c'est incroyable le pouvoir des odeurs, hein. J'ai même lâché prise sur des choses que je ne me permets pas ici. Par exemple là-bas, si j'avais envie de pleurer, alors de joie, de bonheur, de tristesse, parce que bah oui, ça faisait un an que j'avais perdu mon papa et que c'était vraiment dans l'instant. Je me permettais, même s'il y avait des gens, je me prenais la permission de lâcher, voilà, de pleurer, ce que je ne fais pas ici, parce que les mentalités sont différentes. J'essaie de trouver les bons mots et c'est pas facile parce que les émotions et moi, même dans le phrasé, c'est pas simple. Mais j'ai l'impression, en tout cas, que la mentalité chez nous, c'est que si on appartient à cette catégorie de personnes qui n'est pas démonstratif pour être démonstratif, mais juste à cette catégorie de personnes qui est sensible et qui... n'arrive pas à canaliser ce que j'arrive à faire, j'arrive à contrôler. Il y en a qui parlent de ceinture abdominale, moi je parle de ceinture cérébrale. J'arrive à loquer le truc pour que, voilà, me dire... et je me sens bête. Voilà, le fait est, c'est que les gens connotent toujours ça, du faux semblant, un simulacre ou quoi aux caisses, que c'est tellement ancré qu'on ne se donne plus le droit de laisser passer ses émotions. Parce que c'est ça, hein, c'est ça, dès que tu as une émotion et qu'il y a voilà, quelque chose qui monte et tout, ouais, regarde-moi ça, fais semblant, machin. Donc, eh ben, ça te forge en fait. Voilà. Alors que quand tu es à l'autre bout du monde, bah pardon, mais tu te permets. Et en plus, non seulement tu te permets, et les gens se font du souci pour toi. Est-ce que ça va? Est-ce que ici tu peux chialer en pleine rue, crève la gueule ouverte mon poteau? Bah bien sûr. Et voilà, ce colis a fait remonter toutes ces bonnes choses. C'est un très bon moment que j'ai passé grâce à toi, Charlotte, et merci. Merci beaucoup pour ça parce que par les temps qui courent, ça fait du bien. Merci. Les réseaux sociaux, la folie des réseaux sociaux, c'est ça. La folie des réseaux sociaux, c'est autant tu peux t'en prendre plein ta gueule dans le côté négatif, autant tu fais des rencontres de dingue qui provoquent ces instants-là. Je suis Rubicon, hein. J'ai pas bu, hein. J'ai toujours mis que le doigt dans la bouteille. Hein. Mais ça, tu sais, c'est quoi ça? La réaction comme ça, cutanée,
c'est le résultat de quelqu'un qui canalise, qui serre la ceinture pour pas péter les émotions. C'est ça. Faut bien que ça sorte quelque part. Donc, je vais te faire un petit point résumé de cette matinée, de ce rendez-vous, qui s'est, ma foi, bien mieux passé parce que j'ai dit ce que j'avais à dire, dans la correction, on n'est pas des sauvages. Je n'ai ni été prise, ni été refusée par la commission, puisque la commission n'a pas eu lieu. Actuellement, il y a beaucoup de prestations qui n'ont plus lieu pour des raisons évidentes, puisque nous sommes sur des prestations de groupe, et donc il y a beaucoup de prestations qui sont maintenant en distanciel. J'ai réussi pour ma part donc à placer le projet vers lequel je veux aller, qui est, ma foi, très bien passé, et je vais même aller plus loin dans le délire. J'ai l'impression que quand je lui ai dit, écoutez, moi j'ai réfléchi à la question, j'ai envie de faire ci, ça, ci, ça, ci, ça, j'ai l'impression de lui avoir enlevé une chape de plomb sur la gueule. J'ai quand même réussi à avoir un entretien physique et pas distanciel. Je préfère, c'est pas évident parce que toutes les prestations en créa entreprise, en tout cas tout ce qui pourrait m'aider à peaufiner les réponses que j'ai pas encore, à avoir les réponses à quelques questions que j'ai pas encore, d'avoir quelqu'un qui maîtrise le truc, c'était très compliqué d'avoir un entretien physique, puisque la plupart proposaient du distanciel, et j'ai réussi quand même à dégoter un entretien lundi, donc qui est un atelier, je dirais, qui est en lien avec la CMA 76, et j'ai réussi donc à avoir un entretien pour lundi à 14 h. Ce qui me rend très joie parce que je trouve qu'au niveau des délais, c'est plutôt rapide. Alors, mon petit cadet, dans la catégorie, il est encore un peu humide parce que je l'ai nettoyé de fond en comble et je l'ai désinfecté parce que tu te doutes bien que là où je l'ai acheté, il était légèrement crasseux, je te dis pas la couleur de l'eau. Je me suis donc acheté, tu sais, là où je t'ai fait voir au Clos Saint-Marc, là, il y a comme c'est une brocante, ils vendent des trucs vraiment à bas prix. J'ai donc pris déjà pour commencer ce panier en osier, je pense, que le vendeur m'a vendu 1 €. et tu sais pourquoi c'est faire ça? Quand je vais sur le marché pour mettre mes fruits et mes légumes, hop, il est bien désinfecté. Maintenant, je peux y aller sans risquer d'attraper une dégueulasserie. Et je trouve ça en plus très beau. Écoute, chacun son délire, ça va. Et ensuite, à 1 € pièce, sachant que j'en ai pris 2 et 2, 2 d'une sorte, 2 d'une autre sorte. Regarde-moi ces mochetés. Regarde-moi ces mochetés tout à fait mignonnes. Des bols à souplette. Des bols à souplette vintage. C'est d'une laideur absolue, mais qu'est-ce que je kiffe. Ne serait-ce pas dans les vieux pots qu'on fait la meilleure soupe, hein? Et mon deuxième, qui ma foi est tout aussi laid, mais que j'aime absolument, c'est le bol tête de lion. Hop, tête de lion, tête de lion, tête de lion, le bol à soupe, par excellence. 1 bal pièce, donc j'en ai pris 2 et 2. J'aurais pu en prendre plus puisqu'il y en avait plus, mais sauf que j'avais pas de sac. Donc, c'est-à-dire que ça pèse, on n'est pas sur du bol de merde, hein, on est sur du bol qui, un coup de bol dans la gueule et tu dors pendant 3 jours. Hein. 1 € pièce, ce qui fait que ce matin j'ai eu mon panier, mes 4 bols pour 5 balles. C'est bien, je suis très contente. Tomorrow. Bonjour la YouTube World, nous sommes le samedi 15 janvier 2022, il est 14 h, entre 25 et 30. La nuit fut courte. La nuit fut très courte. Et je vais mettre mon téléphone en silencieux parce que le schlongage sonore va quelque peu t'agacer. C'est le moment du vlog qui va... en même temps, il y a un menu, hein, il y a un sommaire dans la barre d'infos, donc tu peux zapper tout ce côté-là. C'est le moment du vlog que on est sur du 50-50, où on aime bien, où on n'aime pas du tout, où on est sur la chronique lecture, mes lectures terminées. Le premier roman dont on va parler, alors c'est très compliqué, j'ai essayé de te mettre un apport en luminosité, mais il y a une réflexion de dingue sur le bouquin. Le premier roman, c'est La clé du sang de l'autrice Ruth Ware, je suppose Ruth Ware, aux éditions France Loisirs.
que j'ai bouffé, avalé, mangé. J'ai adoré ce roman. Dans ce roman, nous faisons très vite la connaissance de Rowan Kane, qui est nurse. Alors, elle a un travail, au moment où on la rencontre, elle a un travail qui est un travail, on va dire, pour remplir le frigo, qui est un travail pour payer les factures, qui est... dans la façon dont elle décrit son job, dans la façon dont elle vit son job, on sent bien que c'est un job alimentaire et qu'elle a d'autres aspirations. Et le sort va lui être plutôt favorable puisqu'elle tombe sur une annonce plus qu'alléchante compte tenu du salaire proposé, compte tenu des conditions de travail qui semblent être idéales. Elle tombe sur une annonce d'un couple d'architectes, donc avec une situation très très aisée, des personnes qui au demeurant sont riches, hein, qui proposent un poste vraiment dans la famille, en fait, ce qu'on appelle nous une fille au père, enfin une nurse à domicile, vraiment, pour s'occuper de 2 petites filles, mais pour s'occuper vraiment presque à temps plein de la maison, des 2 petites filles. Elle postule pour cet emploi et elle arrive à décrocher un entretien. C'est déjà le début, c'est le pied à l'étrier. Elle arrive à décrocher un entretien. Elle se rend donc dans la maison de cette famille. Alors une maison au niveau, si je dois te faire un portrait de la maison, c'est un mélange de quelque chose de très luxueux, de très moderne et en même temps mêlé à quelque chose d'hyper ancien. Tu sais, ce genre de maison qui a un passé, et en l'occurrence, tu te doutes, qui a un passé qui est pas très... Oh, tu vas pas quand même en totale détente, hein. Quand tu connais le passé, ce qui n'est pas le cas de Rowan, mais quand tu connais le passé, voilà, tu vas pas décontracter du bulbe, hein. Mais les paysages par contre sont très bien décrits, c'est très beau. On arrive quand même, nous en tant que lecteurs, à mettre en image un peu durant la route pour accéder à la maison. C'est vraiment, il y a une chouette description parce qu'on arrive à percevoir la verdure, la végétation, on arrive vraiment, même les petits chemins, c'est tellement bien, il y a un vrai travail d'écriture très très beau et très accentué au niveau de la description des lieux, au niveau de la description de l'environnement. C'est très plaisant à lire. Elle arrive à l'entretien qui, ma foi, se passe plutôt très bien. On lui fait visiter la maison qui est une maison effectivement très particulière parce qu'il y a vraiment ce côté, comme je te disais, très très vintage, très très ancien, et un autre côté hyper moderne où il y a en fait c'est la domotique, hein, il y a des caméras partout, tout est guidé par des tablettes où tu peux un peu à la méthode Alexa, tout le bordel, là où tu parles et que ça te dit les courses que tu dois faire. Tout est vraiment téléguidé par la technologie, si je puis dire. L'entretien se termine, Rowan repart dans ses contrées, me semble qu'elle est à Londres, il me semble, hein, je suis pas sûre, mais il me semble qu'elle est à Londres, et donc la femme, puisqu'elle ne rencontre pas le mari du couple d'architectes qui propose cet emploi, la femme lui dit « je vais en discuter avec mon mari et on vous rappelle pour vous dire si... Alors il y a des conditions, en plus il y a des conditions qui n'étaient pas prévues au programme, où le timing est très raccourci dans la mesure où elle dit à la nurse, à la future nurse, par contre au niveau des délais, est-ce que vous pourriez être opérationnel vraiment plus tôt que prévu parce qu'on a un changement de programme. Donc c'est vrai qu'il y a un petit coup de pression, mais il n'en reste pas moins que Rowan veut absolument ce poste. On comprendra plus tard pourquoi. Un appel où elle a un message, elle ne peut pas répondre, elle va faire une pause cigarette et elle a un message sur son répondeur où la femme lui dit « j'en ai discuté avec mon mari et donc si vous pouvez commencer, me semble, il y a une date comme le 17, pour nous c'est ok ». Donc effectivement, elle s'arrange avec son poste par rapport au préavis, mais elle est bien opérationnelle pour le 17 et elle intègre donc le poste de nurse pour ce couple d'architectes dans cette maison relativement particulière. Et là... c'est le début de la merde. En gros, tu te mets dans la situation. Ton boulot, c'est d'être nurse, tu connais ton travail, tu sais ce que tu as à faire. Sauf qu'il y a des éléments que tu ne peux pas contrôler. C'est-à-dire, par exemple, les enfants. Il y a 2 petites filles, une de 5, une de 8 ans. En gros, sur les 2 petites filles, la plus âgée, donc celle de 8 ans, au début, hein, après il y a une adolescente qui vient se greffer à ça, mais en gros, celle de 8 ans, c'est Belzébuth.
Voilà, c'est Belzébuth en personne. Limite, moi je fais un premier jour avec un gamin comme ça, je m'en vais. Les parents vont laisser vraiment la nurse livrée à elle-même avec les enfants et cette maison un peu étrange. Au-delà de cette première journée de l'angoisse où Rowan finit sa journée sur les rotules et c'est très peu de le dire, il n'y a rien qui va dans cette maison où forcément tout le système comme ça de électronique, domotique se met à foirer. Tu sais pas si vraiment c'est ça qui merde ou s'il se passe des phénomènes un peu étranges. Mais il n'y a rien qui va, si bien que le malaise se passe aussi dans sa chambre parce qu'elle s'aperçoit que on lui avait prévenu qu'il y avait des caméras partout, mais il y a des caméras quand même jusqu'aux chambres. Donc on est sur quelque chose d'hyper intrusif. Elle cache sa caméra de sa chambre pour estimer avoir un minimum d'intimité. Mais ça ne suffit pas puisqu'au moment où elle s'endort, elle est réveillée toutes les nuits par des bruits étranges venus du dessus, sachant qu'au-dessus il n'y a rien. Et c'est des bruits de pas. Demi-tour, comme ça toutes les nuits. Donc elle finit par en perdre le sommeil et on le sait, on se sait, quand on dort pas, le ciboulot il en prend un petit coup dans le carafon. T'as l'impression que la maison en fait elle a pris le contrôle totalement. Il y a un homme de main qui, on sait pas trop. C'est très intéressant parce que justement on ne sait pas trop. C'est-à-dire qu'on est là en train de se dire c'est peut-être lui, c'est peut-être pas lui, c'est peut-être voilà, c'est peut-être il y a aussi une femme de ménage qui vient. Pareil, elle aussi, tu es en mesure de te dire oh, peut-être que. C'est-à-dire que tu te poses des questions. Et moi, quand je lis un livre de cet acabit, thriller, polar, j'aime me poser des questions. J'aime pas que ça me tombe tout cru comme ça et que je me dise au bout de 150 pages, bah ça y est, on sait, c'est nul. Voilà, j'aime pas. Je suis pas très fan de ce qui est évident. Là, tu te poses un peu quelques questions et à très bon escient, elle part en promenade avec les gamins, elle tombe sur un jardin, elle rentre dans le jardin, il s'avère un peu plus tard dans le temps qu'on va lui dire c'est un jardin toxique, hein, la maison qui s'éteint ou la musique qui s'allume, qui hurle en pleine nuit, enfin il y a un tas de choses qui fait que ça te rend fou jusqu'à l'idée d'aller découvrir pourquoi... Je n'en dirai pas plus parce que sinon je te raconte le bouquin en fait. Maintenant, au niveau du travail de l'autrice, c'est hyper intéressant parce que je trouve que la façon, comment je peux dire ça? Oui, la tournure narrative de ce bouquin, elle est hyper plaisante et hyper surprenante parce que en fait on va partir sur, comment on appelle ça? Elle fait des courriers sur une narration épistolaire. Voilà, elle fait des courriers. Rowan, on comprend de suite qu'il s'est passé quelque chose. Hein, ça, il n'y a pas de mystère, mais on n'a aucune idée de ce qui s'est passé. En fait, Rowan est en prison et écrit un avocat, puisque ça fait 3 ans, je crois, qu'elle hurle son innocence, que personne ne veut l'entendre, et qu'elle écrit désespérément au même avocat. Elle n'a pas de réponse, elle continue à écrire. Et en fait, le roman, il est vraiment basé là-dessus, sur Rowan qui raconte son histoire par le biais de lettres. Il n'y a pas de chapitre, mais ça s'essouffle pas. C'est vraiment ce roman, je le conseille vraiment parce que j'y allais comme ça. Je m'étais dit, bon, j'avais envie de passer une petite commande chez France Loisirs. J'y allais comme ça et surprenant. Vraiment, j'ai passé un très bon moment avec ce roman. Il n'y a rien qui soit... hyper gore, parce qu'il y a des lectures où vraiment on te donne des détails, des trucs, là il n'y a rien qui soit hyper gore, ça ne s'essouffle pas, il y a une rythmique, une cadence, et alors cette façon, je te dis, ce choix de narration, il est très très ingénieux. J'ai vraiment beaucoup aimé ce bouquin, et ce qui me donne très envie de découvrir d'autres œuvres, d'autres romans de cette autrice, parce que j'ai vraiment adoré, et donc par conséquent, et en conclusion, je le conseille à 100%. Pour ce qui va suivre, on va avoir une lecture qui devra, c'est pas indispensable, mais une lecture qui est préférable d'effectuer en 2 temps. Le premier sur le manuscrit inachevé de Franck Tillier, qui est aux éditions Pocket, celui-ci. Et le deuxième, dans la foulée, j'ai enchaîné les deux, qui est Il était 2 fois, toujours aux éditions Pocket. On va commencer par le premier, parce que même si c'est pas indispensable, j'avoue que si tu fais dans l'ordre, déjà que c'est très compliqué celui-là, donc ça permet quand même de garder une certaine logique par rapport au manuscrit inachevé. Comment je vais pouvoir commencer l'explication de ce livre?
Alors que pour moi, là, selon moi, sur ce livre, il faut le lire pour essayer de cerner les ficelles, mais quand même pour te mettre un peu en immersion dans le bouquin, avec des liens que tu ne vas pas faire. Dans un premier temps, nous rencontrons, si je puis dire, Sarah qui a 17 ans et qui sort faire un jogging, qui sort courir. C'est la fille d'une célèbre autrice qui s'appelle Léane, je crois. Et donc Sarah sort faire son jogging, sortie dont elle ne reviendra jamais. Ça, c'était en 2014. Ensuite, on va en 2017 et on a Quentin. Quentin qui est en voiture et qui voit au loin un barrage douanier. Il veut pas en être, donc il décide de faire celui qui ralentit. On y va et il réussit à mettre un boulevard aux douaniers, sauf que il s'emplafonne dans un garde-fou, plot en béton, ravin, 50 mètres plus bas, terminé, on ferme, il traverse le pare-brise. Bon, Quentin, adios, salut, arrivederci. Ça pourrait te sembler être un accident de la route comme beaucoup d'accidents de la route, sauf que déjà on est sur un mec qui a voulu quand même mettre une piste au barrage douanier. Et en plus, quand les services compétents se rendent à la voiture 50 mètres plus bas, en ouvrant le coffre, il y a un cadavre de femme complètement défiguré, c'est-à-dire méconnaissable, non identifiable. Déjà, toi, tu es là, tu te dis, bon, c'est déjà un peu compliqué parce qu'on on a une histoire dans une histoire d'une histoire. C'est-à-dire qu'un auteur raconte un auteur, d'un auteur qui raconte un autre auteur et d'un auteur qui écrit un livre sur un auteur. On est bien ou pas au niveau tortueux? C'est une lecture qui est complètement déconcertante parce que c'est tellement poussé dans le... Déjà, il y a quand même une masse assez conséquente d'indices parsemés de ci, de là, qui te font complètement perdre... parce que tu es dans la réflexion, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est comme ça, tu te surprends à avoir envie de répondre aux questions, voilà, tu es complètement perdu dans ce tourbillon-là, c'est un peu une énorme casserole avec plein d'ingrédients dedans et tu dois retrouver quel ingrédient, là c'est ça, et qui plus est, je vais mettre un petit warning à ce niveau-là, qui plus est, attention, dans les descriptions de certaines scènes, je trouve que c'est hyper violent. J'avoue qu'il y a des moments, c'est très pesant. Là, il va vraiment très loin dans les descriptions dont on aurait peut-être pu se passer. Mais néanmoins, ce que je peux extirper pour la conclusion, parce que c'est très difficile de te raconter ce livre-là, si je dois extirper quelque chose, je te dirais que c'est un roman qui crée chez le lecteur une sorte d'urgence de la suite. Et donc... que le meilleur moyen pour toi de comprendre, c'est encore de le lire. Très logiquement, j'ai enchaîné sur Il était deux fois de Franck Tillier, qui selon moi, déjà avant de commencer à t'expliquer, de te situer un petit peu, qui selon moi est un peu plus léger et moins tortueux dans la lecture. Alors, je situe, déjà, rappelle-toi de ça, 2008, nous avons, alors il me semble que c'est le lieutenant Gabriel Moscato, qui, au moment où nous le rencontrons, ça fait 1 mois que sa fille a disparu, qu'il n'y a pas vraiment d'éléments, donc tu te doutes que lui il mène l'enquête très fort de son côté, il n'y a pas vraiment d'éléments, si ce n'est qu'elle est partie en vélo, et que la seule chose qu'on a retrouvée, c'est son vélo contre un arbre, et rien d'autre. Donc il enquête très fort dans son coin, jusqu'à le mener, il pose des questions au niveau des hôtels, voilà, il enquête un peu comme il peut partout, pour essayer de faire avancer l'enquête, d'avoir des éléments, et de retrouver sa fille. Ce qui le fait atterrir dans un hôtel qui s'appelle l'hôtel La Falaise, où il est épuisé, il s'endort. Le problème, vois-tu, c'est que déjà il est réveillé par un bruit, c'est une pluie d'oiseaux morts, mais le problème c'est qu'à partir du moment où il se réveille, c'est qu'on n'est plus en 2008, on est en 2020. Alors non, tu te doutes bien, le mec il n'a pas dormi pendant 12 ans, hein, c'est-à-dire que... Mais il y a une faille mémorielle de 12 ans, 12 années perdu, où tu ne te souviens de rien, et que toi, dans ta tête, tu as 12 ans de moins pour tout ce qui est physique, capacité physique aussi. Le mec, il vient de se prendre 12 ans dans la gueule en une nuit, physiquement compris. Le côté hyper intéressant, c'est ce voyage dans le temps, où vraiment, on a une narration, un récit
sur quand tu fais un bond dans le temps de 12 ans comme ça, avec une amnésie, puisque effectivement on pose un diagnostic sur ce qu'il vit, il y a bon nombre de choses qui a changé. Sa vie, sa situation conjugale, maritale, qui n'existe plus au demeurant, son physique, vraiment, on sent voilà, le coup de bambou qui se prend dans la nuque en se découvrant dans le miroir. J'ai une vraie fascination pour ces récits comme ça dans le temps, en termes de temps. Alors forcément, quand tu as un trou de mémoire de 12 ans, plus rien n'est à sa place. Sa maman qui vivait à tel endroit a déménagé. Lui, il ne sait plus ce qui s'est passé dans les derniers instants, ne serait-ce que dans les derniers instants. Et surtout, dans ce cas de figure, il s'aperçoit... notre bon Gabriel Moscato, que ça fait 12 ans et que ça fait maintenant 12 ans que sa fille a disparu et qu'elle n'a jamais été retrouvée. Il s'aperçoit que tout ce qui avait été déployé, lui, dans l'époque où il se souvient, tout le monde a baissé les bras parce que 12 ans sont passés et que sa fille n'a jamais été retrouvée. Donc tout a été abandonné, tout le monde a baissé les bras. Et là, deuxième coup de bambou derrière la ganache. Malgré tout, il retrouve en particulier un ancien collègue où ça se passe pas très bien au niveau des retrouvailles. Il comprend pas trop pourquoi. Après, il saura pourquoi, mais dans un premier temps, même nous, on se dit les cons quoi. Alors que non, il y a ceci qui explique cela. Et lui, son but, c'est d'essayer de faire rouvrir l'enquête pour... dans l'espoir de retrouver sa fille, ou du moins de savoir de quoi il retourne. Donc c'est un peu compliqué au début, parce que lui, son ex-collègue lui fait comprendre que c'est terminé, on a tiré un trait sur l'affaire, que l'affaire est fermée, et qu'il n'y a aucun moyen de rouvrir, sauf que en grattant, effectivement, on va se retrouver avec une enquête ouverte à nouveau. Et alors là, hein, du Tillier dans sa splendeur, ça y est, ça recommence, on part dans un truc beaucoup moins tortueux que dans le manuscrit inachevé. Alors un truc sans déconner, hein. Moi je le dis, hein, un mec qui est capable, un auteur qui est capable d'écrire ça, il se passe des trucs dans la tête, hein. Comment tu peux avoir des idées comme ça? Parce que là aussi, hein, c'est hyper violent. Pas tant dans la description, mais dans l'idée que toi, en tant que lecteur, tu peux te faire. Et c'est hyper louche. Tu te dis, mais comment on peut arriver à penser, à faire et à mettre sur papier ce truc-là? C'est hyper addictif parce qu'une fois encore, tu te retrouves à nouveau dans cette situation d'urgence de la suite, où tu as envie absolument de comprendre, de savoir de ce qui est arrivé. Est-ce que la fille du Moscato, elle est encore en vie? Est-ce qu'elle est morte? Si elle est en vie, où elle est? Si elle est morte, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? De quoi? Qui sont ces gens? Pourquoi ils font ça? Qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Comment on en arrive là? Il y a plein de questions et c'est ce que j'aime vraiment. C'est vraiment, je crois, hein, j'ai pourtant une passion pour les bouquins de Maxime Chatham, mais je t'avoue complètement que ça y est, hein, Tillier a pris, je crois, la place numéro 1 dans... Vraiment, Bon, après, mon préféré pour l'instant, ça reste Puzzle, mais j'ai pris beaucoup de plaisir avec ces deux livres. Est-ce que je te les conseille? Si tu es un peu sensible aux descriptions, un peu qui piquent, non. Et quoique, si tu as une sensibilité, non, ça va te... Mais vraiment, c'est assez étonnant avec Tillier quand je lis ces thrillers, ces polars. Ce qui est assez étonnant, c'est que j'arrive vraiment, c'est même parfois assez troublant, j'arrive à me construire un film. Pendant que je suis en train de lire, j'arrive à tout mettre en image. Et en fait, je suis en train de lire, mais je construis le film dans ma tête. Et c'est hyper plaisant. C'est presque... Je suis dans un état, quand je lis du Tillier, je suis dans un état presque hypnotisé. C'est très bizarre, hein. Oui, non, mais les lumières sont allumées à tous les étages. Tu peux en douter, mais non, je t'assure. Pour le livre suivant, je vais poser de suite, je vais dire de suite, hein, si tu es sensible à certaines histoires de vie, ne lis pas ce livre. Et je vais aller un peu plus loin, n'écoute même pas cette critique. Nous allons discuter de ce bouquin qui est Pieds nus sur les limaces de Fabienne Berthaud aux éditions Roman Seuil. Si tu es mal à l'aise avec les histoires de vie et les romans
dérangeant, va loin, va-t'en loin. Dans ce livre, nous faisons la rencontre de Clara, une trentenaire, je dirais même, je crois qu'elle a 33 ans pour être plus précise, une trentenaire qui est non seulement la sœur, mais aussi, puisque c'est comme ça que sa sœur l'appelle, qui est la sœur de Lily et la petite maman de Lily. Lily est une jeune personne de 20 ans qui est atteinte d'un handicap, qui est en situation de handicap mental. Et puis il y a Pierre qui est le mari de Clara, mais lui le mari, on y reviendra dans quelques minutes. Alors Clara, c'est quelqu'un qui nous apparaît très vite, on arrive très facilement à dresser son portrait. C'est une personne qui est totalement désemparée, qui très clairement subit le handicap mental de sa sœur, qui, je crois, s'est investie d'une mission, étant donné que la maman de ses deux sœurs est décédée, qui s'est investie d'une mission de devoir reprendre le flambeau, si je puis dire, et donc de s'occuper de sa sœur qui n'est pas en mesure d'être autonome. Et puis quelque part, même si Clara semble vraiment aimer sa sœur, attention, il y a cependant, malgré ce qui va se passer, il n'y a aucun doute sur l'amour que Clara porte à sa petite sœur, mais on la sent résignée, en fait résignée au point de tolérer des choses qui, selon moi, en tant que lectrice, me semblent intolérables. Elle tolère la cruauté animale dont fait preuve sa sœur en situation de handicap. Premier point sensible, il y a vraiment des moments dans ce roman qui sont c'est très difficilement supportable parce que on parle de cruauté animale. Elle tolère aussi un peu, elle accepte, elle est dans l'acceptation un peu comme un pacte que son mari Pierre, son salaud, assouvisse ses besoins primaires avec sa petite sœur qui est en situation de handicap, et son handicap inclut aussi une sexualité complètement exacerbée, et donc voilà, elle n'a pas de problème, cette jeune personne, à accueillir les assauts du mari, ce que je dois t'admettre, comme ça soit dit en passant, que je considère clairement comme de l'abus de faiblesse, hein. Vraiment, véritablement, lui, on le déteste très vite, hein. Ce salopard en puissance. Nous sommes là très clairement sur une histoire de vie qui est anxiogène, est-ce que le terme est adapté, qui est suffocante en fait. Vraiment, parfois il y a des passages qui sont extrêmement difficiles à lire, tant d'un point de vue humain que dans la situation du handicap de la jeune femme de 20 ans, tant dans les pensées, tant dans l'histoire de famille, parce que on a un bouquin qui est épais de ça, mais dans ce qui est dépeint dans ce livre, on a un dossier épais de ça, c'est-à-dire qu'on va aborder la dépression profonde, l'inceste, les violences conjugales, les envies meurtrières, l'homicide. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? L'abus de faiblesse, la cruauté animale. Bref, on a un panel absolument abject au sein d'une histoire de famille. Donc dans tout ça, il y a certes une histoire de famille, mais il va se passer quelque chose, un élément déclencheur qui va changer toute la donne. Clara, elle subit un peu sa vie. Clara, elle s'est oubliée. Clara, elle ne vit que pour sa sœur. Et Clara, 33 ans, a l'impression d'avoir 90 ans et que quelque part, tout est foutu. Elle a vraiment d'autres aspirations, elle a envie d'autre chose, mais quelque part, elle se sent totalement responsable de sa sœur. Il est hors de question et pas envisageable pour elle de déléguer, de la placer en institut. Elle a fait des promesses, elle veut les tenir, sauf qu'à un moment, trop c'est trop, la cocotte elle finit par péter, et que un soir, alors qu'elle donne le bain, puisque je te dis en termes d'autonomie c'est pas possible, elle donne le bain à sa jeune sœur, d'un coup d'un seul, tout se floute un peu autour d'elle, tout devient flou, tout bouffé de chaleur, elle se sent pas très bien, et lui vient alors des envies de buter sa sœur, quoi. Des envies vraiment, il y a une pulsion où elle se voit en train de vraiment de tuer sa sœur. Et dans cette pulsion meurtrière du moment, elle perçoit aussi dans ce moment comme ça flou, où elle part dans une sorte de délire, hein, elle perçoit le plaisir qu'elle aurait en plus si elle accédait à cette pulsion. Elle arrive heureusement à se reprendre, elle demande à sa sœur
voilà, de ne pas s'occuper d'elle. Elle s'éloigne de sa sœur, la laissant toute seule dans son bain. Elle sort dans le jardin, respire un gros coup en priant très très fort, qui elle peut prier, que cette pulsion passe. Et de là commence un certain processus où elle a peur d'elle-même parce qu'elle se dit à tout moment ça peut déraper. Et ça peut véritablement déraper parce que forcément quand tu es dans une situation où tu ne supportes plus, la moindre petite étincelle ça peut faire en sorte que l'incendie se déclenche. Donc il y a non seulement une notion où elle a très peur de ses réactions, mais le fait aussi c'est qu'elle ne peut rien extérioriser. C'est-à-dire qu'elle ne se sent pas d'aller dire à son entourage, à son mari que elle a eu des envies de buter sa petite sœur. Elle peut pas. Donc il y a complètement une somme de frustration qui s'amasse, qui s'accumule. C'est un roman qui est dérangeant parce que déjà, il aborde certains sujets qui, si je te dis, qui sont pesants, le mot est quand même très faible par rapport à ce qui se passe dans ce bouquin et qui est dérangeant, déconcertant et presque gênant en tant que lecteur parce que on est sur des choses qui peuvent vraiment exister. On est sur des faits plausibles, on est sur des histoires de vie qui existent. Et donc, toi, tu es là en train de lire ça, tu hésites entre le fait de comprendre un peu les choses et de te dire, putain, c'est quand même hyper... tu lis ça, tu as l'impression d'être un peu dans un voyeurisme assez incertain. Me concernant sur les histoires de vie comme ça, et d'autant plus sur ce roman-là, j'ai tendance à ne pas te conseiller ou te déconseiller. Je t'explique sans te dire le fin mot du roman, je t'explique ce qu'il en est et après je pense que c'est à toi de prendre la décision sur l'envie de lire ou pas ce roman. Pardon pour le changement de luminosité mais je t'avoue que ça me pétait les yeux et donc j'ai... Bref, le dernier bouquin, on retourne un petit peu dans mon registre puisqu'il s'agit du roman de James Barnaby Sanguine qui est aux éditions du 123. Je ne sais pas trop quoi penser de ce roman. Je suis partagée vraiment entre l'envie de te dire qu'une fois que tu as mis le nez dedans, tu as très envie de connaître la suite. Le problème étant, c'est que la suite, tu la connais très vite et que malgré ça, je trouve qu'il y a un manque de logique. J'y reviendrai un petit peu plus en détail tout à l'heure. Et je trouve qu'il y a trop d'abondance. Même si ça ne se dit pas trop d'abondance, mais c'est abondant. Trop de trop tue le trop. Voilà, en gros, pour simplifier un peu la pensée. Pour te situer un peu dans l'histoire, comme je le fais ordinairement, nous faisons la connaissance d'Eleni Coquino, qui est au moment où nous la rencontrons, qui est élève officier au niveau de la police. Et cette nuit-là, Eleni reçoit un appel, donc elle est en permanence appel au niveau de police secours. Elle reçoit un appel en pleine nuit, je crois qu'il est minuit passé, de quelqu'un, donc un appel qui se veut être anonyme, qui lui dit voir un buste, voir une statue un peu bizarre qui n'est pas ordinaire, qui se trouve être au Palais Royal et qui serait bien d'aller vérifier parce qu'il y a quelque chose de très morbide, de très bizarre dans cette statue. Donc Eleni prévient les équipes et donc les équipes se rendent sur les lieux et effectivement une statue un peu bizarre, c'est peu de le dire puisque cette statue n'est pas une statue comme on pourrait l'entendre puisqu'il s'agit d'un buste humain immortalisé. Donc il s'agit de base de quelqu'un à qui on a coupé les bras, les jambes et qu'on a posé sur une colonne au Palais Royal. Voilà, mais très bien travaillé dans les descriptions. On sent bien qu'on a eu la volonté, la personne qui a fait ça a eu la volonté de faire quelque chose de beau, de visuellement joli. Par rapport à cet appel et face à certains détails qui ont un lien avec le passé d'Eleni, Eleni, alors qu'elle ne devrait pas le faire, se rend sur les lieux où se trouve ce buste statue. Et de façon quasi immédiate, elle reconnaît la personne qui a été immortalisée. Et dès lors, à partir de ce moment-là, elle se sait en danger. Entre en scène alors le commandant Antoine Peretti. Alors là, je vais faire vraiment l'aparté là-dessus parce que ça suffit. Quelle est cette nécessité, cette absolue de vouloir tout ce qui est les meneurs d'enquête, les commandants, les lieutenants? Pourquoi être dans ce cliché-là? Parce que là, avec le commandant Peretti, on est clairement dans
dans le connard de base. Voilà, tu sais, le vieux briscard qui a traîné sa bosse, qui est au bout du rouleau, qui fait ce boulot-là parce qu'il fait ce boulot-là, mais alors, voilà, le mec, tu le sens qu'il est au bout de sa vie, qui est exécrable au possible avec son équipe, avec tout le monde. Et je comprends pas parce que c'est quand même assez cliché dans les thrillers, les polars, c'est assez cliché que les commandants, les lieutenants, les commissaires soient des têtes de nœud en fréquence. Et faites-les évoluer, on a le droit d'avoir des mecs sympas aussi, un peu de temps en temps, non? Ils tentent de mener l'enquête tant bien que mal, parce que ça a tendance à... Les statues arrivent, sont livrées assez régulièrement, qui plus est dans des lieux symboliques. Chaque matin, un nouveau colis. Lui, il comprend pas, voilà... Il essaye de mener l'enquête, mais il ne comprend pas trop les tenants et les aboutissants. Alors, volontairement, il y a des détails que je ne peux pas te donner, parce que sinon, autant te faire une lecture, hein, si c'est pour tout expliquer. Mais il faut savoir qu'il y a un lien, tout a un lien, hein, dans la mesure où le passé d'Hélénie, par rapport au meurtre et aux immortalisations des statues, de vraies personnes en statue, même bien qu'insoupçonné, et heureusement, on nous a laissé un peu le suspense jusqu'à la fin, parce que bon... Il reviendra dans quelques secondes. Il y a même un lien, alors on peut faire, oui, le lien entre le commandant Peretti et Eleni Coquino. Alors, un lien subtil, mais un lien quand même. Tout a un lien entre le groupe de parole, entre les meurtres, entre ce qui se passe, la façon dont sont commis les meurtres. Tout a un lien. C'est au moins le bon point du truc. Dans ce roman, il y a quelques détails qui me perturbent. Le premier, c'est le tempo. C'est le tempo de la livraison des colis, des bustes des femmes. C'est le tempo, parce que, clairement, on va parler de thanatopraxie. Thanatopraxie, les soins, là on parle beaucoup notamment d'embaumement, enfin, c'est de la thanatopraxie améliorée, si on peut appeler ça comme ça, parce qu'on va utiliser d'autres procédés pour vraiment être dans l'immortalisation sans que ça se dégrade du tout. Hein, donc on est vraiment sur quelque chose qui se veut plus pour figer l'éternité, pour figer pour l'éternité. Mais pour avoir lu beaucoup de choses sur la thanatopraxie, j'ai un problème. J'ai un problème dans les délais de livraison. J'ai ce sentiment que l'auteur a voulu balancer pour balancer du lourd, mais qu'il aurait fallu quand même que ça reste plausible. Et que d'un point de vue, oui, chronologique, sur le tempo des livraisons, sur le timing, il aurait fallu que ça reste logique pour nous. Et puis, il y a un deuxième point qui, alors là, ça m'a chiffonné. Hein. Ah, qu'est-ce que j'étais chiffonnée? Ça m'a vraiment chiffonné parce que pourquoi? Pourquoi avoir révélé le truc si tôt dans le bouquin? C'est dommage, c'est vraiment hyper dommageable pour le roman parce que ça partait vraiment, c'était hyper prometteur. Ça partait sur, on commençait à avoir le lecteur, enfin moi en tout cas, voilà, tu pars dans des imbroglios un petit peu où tu te poses des questions, bim. D'un coup, le James Barnaby, il te coupe l'herbe sous le pied. Il vient de très vite te révéler de qui, de quoi ça s'agit, pourquoi. Je ne comprends pas. Alors là, je t'avoue que je m'attendais pas à ça quand je me suis dit vraiment, là, à ce moment-là du livre, il vient nous dire qui. Pourquoi tu fais ça, James Barnaby? Pourquoi? Ordinairement, j'aurais pu te recommander ce bouquin, Sanguine de James Barnaby. Mais, alors après c'est pareil, hein, ce n'est que mon avis, mais dans la mesure où il y a plein de choses qui me semblent peu probables, moi quand je lis du polar, du thriller, j'ai besoin que ce soit plausible. J'ai besoin que ce soit concevable. Si je veux lire de l'inconcevable, je change de registre. Là, James Barnaby était un petit peu perché. En revanche, autant celui-là, bon écoute, si tu l'as entre les mains, ma foi ça se lit vite et bien. Autant celui-là, je partirai pas spécialement à te le conseiller, mais autant les deux de James Barnaby que j'ai lus, qui sont donc À fleur de peau et À bout de nerfs, je suis un peu... voilà, peut-être parce que les deux précédents de cet auteur que j'ai lu étaient à donf, là, voilà, j'ai trouvé que on était un petit peu perché sur celui-là. Bon ben voilà la YouTube World, écoute, suite et fin. Je savais qu'aujourd'hui j'aurais 5 livres à partager avec toi en chronique lecture, donc j'ai
j'ai raboté un petit peu les envies de racontage de live pour pas non plus être sur un vlog de 2h30 parce que je sais très bien comment je me comporte avec les chroniques lecture. Je peux dire je fais simple, clair, concis, efficace, rapide. Je sais pas si ça fait partie de mes attributions ce truc là. Mais comme j'ai toujours un doute, j'essaie de faire quand même... c'est vrai qu'en termes de vlog, on n'a pas la montre, mais avec les années de vlog, on se fait une idée quand même qu'à un moment, ça va être indécent. Même si, quelque part, je m'en fous. Hein. En toute honnêteté, je m'en fous un petit peu. Ce soir, on va faire la java. Non, je suis pas dans une humeur Club Dorothée, les musclés et la fête au village. J'ai passé une nuit assez compliquée que j'ai choisi de passer. J'ai passé une nuit, de toute façon vous ne connaissez pas la personne, donc peu importe. Hein. En ce moment c'est difficile un peu pour bon nombre de personnes, même si on prend sur soi, même si il n'en reste pas moins qu'on en a tous un peu plein le cul pour des raisons qui nous sont personnelles. Et cette nuit, j'ai passé une bonne partie de la nuit à essayer de réconforter quelqu'un qui n'allait pas très bien. C'est très particulier parce que j'ai l'effet rebond dans la gueule le lendemain. Peut-être déjà parce que j'ai peu dormi. Et ça me fait, de ce fait-là, ça me fait hyper cogiter sur plein de choses en fait. Déjà, ça me fait cogiter sur la chance que j'ai d'aller plutôt pas mal. Voilà, avec des hauts, des bas, comme un peu tout le monde. Et que parfois, on se sent tellement impuissant parce qu'on n'a pas... même si j'ai, je crois, une bonne écoute, on ne peut pas être partout. Et on n'a pas toutes les solutions. On n'est pas Merlin l'Enchanteur. Pourtant, je te le disais, hein, je tente... et vraiment, je m'aperçois là que c'est hyper important. Je tente de prioriser, même si c'est pas simple. Parce que je m'aperçois, bon, je rajeunis pas. Hein, c'est pareil aussi, je rajeunis pas. Et je m'aperçois que ça me pompe un max d'énergie, en fait. Et je m'aperçois que c'est pas que dans l'instant. Quand il y a des choses comme ça qui sont pas très cool, je m'aperçois que ça me poursuit. Alors après, c'est peut-être cet aspect de cogiter sur tout le temps. Voilà, comprendre ce que, ma foi, tu peux pas comprendre. Hein. Même si tu es là pour tenter de soutenir ce qui se passe dans la tête et dans le moral des gens. Malheureusement, c'est trop complexe pour qu'un simple être humain que je suis puisse analyser le truc correctement. J'ai pas les compétences pour ça, mais je m'aperçois quand même que ça me pompe une énergie de dingue. Et c'est pour ça que je crois que c'est super important de prioriser. Je veux dire, on n'a pas des capacités mentales et une santé mentale et une élastique, et qu'à un moment, on est obligé... dans ce qu'on vit, dans ce qu'on se prend, dans les aléas de l'humeur, on est obligé de placer des priorités. Sinon c'est toi qui laisse entre guillemets des plumes. Hein. Mais disons qu'après l'effet Bob l'éponge est là et que toi toute la journée ça travaille, ça rumine, ça réfléchit. Voilà, c'est tout. Alors je te dirais pas que c'était pour dire rien du tout parce que là on a dit beaucoup, mais je vais te laisser ici parce que montage... publication, importation, barre d'infos, c'est tout. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, dites-leur que vous les aimez, et puis je pense à mercredi. Des bisous.